Nous sommes avec Benjamin Raspail, qui est le créateur d'Apivisio, dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle. Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Apivisio? Ouais, alors Apivisio, c'est un site internet que nous avons mis en ligne fin 2017 et qui est une plateforme d'e-learning centrée essentiellement autour de la visioconférence. Donc on fait, l'idée c'est de base, c'est que l'on fait intervenir un certain nombre de professionnels, des médecins, des avocats, des notaires, des psychologues et autres, qui vont intervenir sur le site internet pour présenter un sujet, l'expliquer et pouvoir répondre en direct aux questions des participants. Quand on a monté le service, l'idée c'était qu'il y avait un certain nombre d'actions qui étaient réalisées en présentiel, notamment au sein des mairies ou par les CARSAT ou par les acteurs de la prévention, qu'ils réalisaient un certain nombre d'actions en présentiel et qu'on pouvait, sous un format virtuel, essayer de toucher peut-être d'autres personnes ou proposer un complément par rapport à ce qui était fait en présentiel. On s'inscrit exclusivement dans le domaine de la santé et de la prévention. Alors, prévention en deux sens large, hein, parce qu'on verra après, je pense qu'on aura l'occasion de parler des contenus et des activités qu'on propose, mais on essaie d'avoir un secteur assez large, mais on reste quand même dans le champ de la prévention et de la santé, et tous les acteurs avec lesquels on travaille s'inscrivent dans cette dynamique-là. D'accord. Les utilisateurs sont exclusivement des seniors. Est-ce que c'est un projet exclusivement pour les seniors ou est-ce que c'est pour toutes les générations? Déjà qu'on comprenne bien. Alors, pour bien comprendre, pour répondre à la question, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et ça répondra à votre question, j'espère. Quand vous voulez participer aux activités sur notre site internet, vous devez d'abord commencer par vous inscrire. Donc, la première chose que vous faites, on vous demande de vous inscrire. Vous devez donner votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Et à ce moment-là, on va vous demander de rentrer un code partenaire. Ce code partenaire, il est fourni, en l'occurrence, par mon client. C'est-à-dire que ça peut être une mairie, ça peut être une ARS, ça peut être une CARSAT, ça peut être une mutuelle avec laquelle on va travailler. Et on va lui créer un code partenaire pour lui. Charge à lui ensuite d'aller communiquer ce code auprès de ses utilisateurs. Avec ce code, on va faire deux choses. On va personnaliser notre site internet, c'est-à-dire que ce code va nous permettre de revoir l'interface et les pages d'accueil de notre site. Donc, si par exemple, on travaille avec une ville, quelle qu'elle soit, quand les gens vont se connecter avec ce code, ils vont tout de suite avoir l'information que c'est la ville X qui les invite à participer. On va aussi pouvoir pousser de l'information sur cette ville X qui va nous dire, bah, tiens, moi j'aimerais mettre ça en avant, j'aimerais que les utilisateurs, quand ils viennent, ils puissent voir ça. Et donc, on va créer une page qui est dédiée à ce partenaire sur notre site. Donc, ça nous permet de personnaliser le site. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet de personnaliser la programmation. C'est-à-dire que la ville X va nous dire, bah, moi j'aimerais que mes usagers ils aient accès à tel contenu. Et on va les associer à ce code. Et donc, les utilisateurs de cette ville X vont avoir accès à tous les contenus qui ont été sélectionnés par la ville. Alors, quand on a créé Apivisio, on a décidé de travailler au départ pour les seniors. C'était notre public de prédilection. On reviendra peut-être un peu sur l'origine du projet et pourquoi et de nos parcours. Mais l'idée au départ, c'était vraiment de toucher le public de seniors. Et donc, on a créé un programme d'activité qui est dédié aux seniors. On a créé des conférences, on a contacté un certain nombre de partenaires, parce que ce n'est jamais Apivisio qui anime les conférences, mais on fait toujours appel à des prestataires externes. Et on leur a dit, bah, nous, on aimerait créer des contenus spécifiques pour les seniors, et on a travaillé avec eux là-dessus. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on s'est développé, puisque fin 2017, on lance notre service et on commence à le vendre à un certain nombre de partenaires. Et donc aujourd'hui, on va dire que 95% de nos utilisateurs sont des seniors. Néanmoins, notre plateforme, elle est relativement simple d'usage. Vous créez un code, on personnalise le site et on associe des contenus. Et c'est vrai que depuis maintenant à peu près un an, on travaille sur d'autres types de thématiques, toujours dans le champ de la prévention, d'autres types de thématiques ou d'autres types de publics. Par exemple, on a créé un site pour les aidants professionnels, les aides-soignantes, etc., où là, c'était sur une demande d'un département qui voulait former ces professionnels. On a travaillé et on travaille sur des cycles pour les aidants proches. Donc là, c'est un cycle qu'on va lancer sur le second semestre de l'année. On travaille sur un cycle pour les aidants en entreprise qui va débuter en expérimentation au mois de septembre.
On travaille sur un cycle pour la santé qui est là à destination de tout type de public et qui, lui, va débuter en octobre. Et on travaille parfois sur des demandes bien spécifiques. Par exemple, avec une agence régionale de santé, on travaille sur, alors rien à voir, sur l'éducation à la santé sexuelle des jeunes. Et c'est un programme qu'on est en train de monter et sur lequel on travaille. Ce qui est l'intérêt de l'outil, c'est qu'effectivement, la personne, si je reprends l'exemple des jeunes, quand ils vont se connecter avec leur code, ils n'auront pas accès à tous les contenus qui sont à destination des seniors, ça ne les intéresse pas. C'est une autre programmation et on personnalise cette programmation. Donc voilà, pour répondre à la question, 95% de nos utilisateurs aujourd'hui sont des seniors, mais plus ça va, plus on tend à avoir d'autres types de participants. Les clients, c'est des acteurs de prévoyance, c'est des ARS, en fait, c'est quelque part illimité parce qu'en fait, c'est un système, c'est une plateforme qu'on mettait en place. À la limite, on peut y mettre n'importe quel contenu pour n'importe qui sur cette plateforme, j'imagine. Ou est-ce que vous limitez quand même certaines zones, certaines typologies de clients, certains secteurs d'activité? Alors, il faut savoir déjà que notre service, il est toujours gratuit pour l'utilisateur final. Il n'y a pas de module payant, on ne fait pas de publicité. Donc, effectivement, le mode de financement, il se fait via un acteur tiers. Aujourd'hui, cet acteur tiers, il est pour beaucoup sur la conférence des financeurs, que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent, mais donc, qui est l'acteur qui nous a permis de démarrer, parce qu'on était sur l'appel à projet, et qui, dans le champ de la prévention auprès des seniors et avec des solutions un peu innovantes, nous a permis de croître et de diffuser sur un certain nombre de territoires. Ensuite, les acteurs qui nous financent aujourd'hui sont généralement ceux qui sont impliqués, pas généralement, exclusivement des acteurs impliqués dans le champ de la prévention. Ça peut être des mutuelles, ça peut être des CARSAT, ça peut être des ARS, ça peut être des départements, ça peut être des mairies. Donc là, effectivement, le champ, il est large, ça peut être des associations, mais on reste dans ce secteur-là. Après, sur la question de l'usage de l'outil, oui, ça peut être illimité. Il faut ça, bien sûr, on a déjà été contacté sur des projets qui étaient un peu différents, des acteurs qui voulaient former les gens, etc. Notre modèle économique n'est pas forcément de répondre trop à des demandes individuelles parce que y a un coût derrière de réalisation, de montage, etc., qui fait qu'on est sur des actions qui peuvent être, quand c'est en individuel, finalement assez cher, si on ne monte que pour un acteur, et que l'intérêt, pour nous, c'est d'avoir une plateforme qui réunisse plein d'acteurs et qui ait des intérêts qui soient convergents entre tout ce monde-là. Soit parce qu'on va toucher des publics qui vont être complémentaires, soit parce qu'on va proposer des thématiques qui vont être complémentaires. Et l'idée, c'est d'avoir au final une base d'utilisateurs et une base d'intervenants qui soit suffisamment large pour intéresser les gens. Juste une petite précision, mais aujourd'hui, dans le champ de la prévention, et notamment pour les seniors, je pense qu'on est un acteur assez original, ou en tout cas, on réunit énormément d'acteurs du champ de la prévention. On travaille avec la Croix-Rouge, on travaille avec la Ligue contre le cancer, on travaille avec France Alzheimer, France Parkinson. Il y a plus de 50 structures qui interviennent aujourd'hui sur notre site. Et ça en fait la richesse de toute cette diversité des intervenants. D'accord. Si moi je suis une ville et que je veux, je suis intéressé par votre service, votre système, donner du contenu sous format vidéo et webinaire à mes clients, à mes citoyens seniors. Comment ça se passe? Je pioche dans une base de données déjà de vidéos que vous avez déjà réalisées, je peux piocher dedans, ou est-ce que toutes les vidéos, ou est-ce que je vais devoir moi-même faire des vidéos et pouvoir vous les proposer de façon à ce que ce soit sur la plateforme, ou est-ce que c'est tout compris, vous allez également créer mes propres vidéos? Alors, nous, on crée des cycles de conférences. On en a un, je vous en ai cité quelques-uns, donc on a des cycles de conférences comme ça que l'on propose. Là, à ce moment-là, le plus simple, c'est un acteur nous dit, moi, je veux acheter ce cycle de conférences, donc il va y avoir un coût à la mise en place et puis après un abonnement au contenu, et la ville ou l'acteur va pouvoir ensuite utiliser de manière illimitée ses accès à ces activités. Donc elle va pouvoir les utiliser, après on rentrera peut-être sur la question de l'audience et comment ça se répartit, mais elle va pouvoir les utiliser soit en individuel, soit en collectif, organiser des diffusions, après elle va s'organiser. Donc ça, c'est la première chose, c'est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos cycles de conférences, parce que le cycle de conférences pour les seniors, c'est ce qui m'intéresse et j'aimerais pouvoir y accéder.
La deuxième chose, c'est de dire, moi, j'aimerais accéder à votre cycle de conférences pour les seniors, mais j'aimerais aussi créer mes propres contenus. C'est ça. Parce que nous, j'aimerais, je vais prendre un exemple concret, on intervient par exemple sur la ville de Paris, dans notre client, et à un moment, la maire adjointe en charge des seniors sur la ville de Paris est venue animer sa propre webconférence dans le site. Donc pour les utilisateurs finaux, c'est transparent, c'est-à-dire qu'eux, ils ont leur programmation de contenu, et puis il y a certains contenus qui vont être accessibles sur plusieurs territoires, et certains contenus qui vont être accessibles uniquement sur le territoire en question. En l'occurrence, la ville de Paris, c'était que pour les seniors de Paris et c'était pas accessible pour les autres. Donc on va composer comme ça les programmes, un peu à la carte, avec des contenus qui sont des contenus génériques et puis des contenus sur demande. Et pour les utilisateurs finaux, ça sera transparent. Ce sur quoi on travaille pour aller plus loin là-dedans, c'est sur la question d'ateliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des webconférences, des webinaires, on fait également des ateliers, des séances d'ateliers, petits groupes. Et là, ce qui intéresse un certain nombre d'acteurs, c'est de pouvoir intégrer dans leur contenu des ateliers, des séances d'ateliers qui vont là concerner que quelques personnes ciblées. Là aussi, pour l'utilisateur final, c'est transparent. Il ne va pas savoir que pour cette activité, ils ne sont que 5 à y avoir droit, et pour celle-là, ils sont peut-être 2000. Pour lui, ça va être transparent, sauf que nous, on va tirer des fils, créer des programmations qui sont individuelles et qui sont adaptées aux besoins et à la situation de chacun. On peut même, sur un même espace donné, c'est-à-dire que quand je l'ai dit au départ, on personnalise le site internet. Donc on lui crée, pour ma ville de Paris, qu'aujourd'hui je me connecte, j'ai la ville de Paris vous invite à participer à ça. Et normalement, j'ai tout un nombre de contenus. Mais je peux même avoir plusieurs codes distincts et je pourrais imaginer que j'ai des conférences pour la ville de Paris pour les seniors, des conférences pour la ville de Paris pour les aidants, des conférences pour... et des programmes qui soient distincts. Certaines conférences sont les mêmes parce qu'elles concernent tout le monde, et puis d'autres vont être à la carte parce qu'elles concernent plus tel public, elles concernent plus ceux qui ont moins de 50 ans, je ne sais pas, pour X ou Y raison, et on va pouvoir dissocier et comme ça créer des contenus qui soient adaptés aux situations de chacun. D'accord. Quand vous parlez de seniors, j'imagine que vous avez entendu dire que les seniors ou que les personnes âgées étaient très peu connectées, moyennement connectées, puis à l'opposé, il y en a certains qui vont vous dire tous les seniors sont connectés. Qui sont les seniors qui sont sur votre plateforme? Est-ce qu'ils ont, j'imagine qu'il faut avoir un ordinateur assez puissant ou enfin un ordinateur pour utiliser votre système. Est-ce que les seniors sont vraiment autant connectés pour utiliser ce type d'outil? Alors, déjà sur l'utilisation du système, il faut un ordinateur ou une tablette ou même un smartphone, mais même si l'usage aujourd'hui, des seniors qui se connectent à nos activités, est en grande majorité sur ordinateur. On pose la question à chaque conférence et on voit bien que ce sont principalement sur ordinateur. Je pense qu'il y a deux choses. C'est la perception qu'on en a et la réalité. Forcément, la perception qu'on peut en avoir et que les opérateurs qui interviennent dans le champ de la prévention avaient au départ, quand on a monté le projet, parce que c'est une idée qui date, on a commencé à y réfléchir en 2014, 2013, 2014, et là on avait un peu des levées de boucliers, jamais les seniors ne seront connectés, etc. Et je pense que le gap, il était presque dans les gens qui accompagnaient les seniors, mais parce qu'on a tous un prisme déformant et que les gens qui sont en contact avec des seniors dans des actions de prévention, ils ont une image de personnes qui ne sont pas connectées, ce qui est probablement réel, mais qui ne touchent pas tous les seniors. Et en pratique, on voyait bien qu'on avait des seniors qui se connectaient, qui étaient intéressés, et ça marchait bien, et ça ne correspondait pas au retour que les professionnels de terrain pouvaient nous faire en nous disant « moi, jamais mes seniors ne se connecteront ». Et pourtant, on avait des seniors qui se connectaient. À l'inverse, moi, j'ai forcément un prisme déformant, c'est-à-dire que les gens qui se connectent sur une plateforme, ils se sont connectés, ils ont réussi, ça marche, et donc, forcément, ma vision, c'est qu'ils y arrivent bien. Je pense qu'il y a un entre-deux. Ce qui est sûr, c'est que c'est un public qui a besoin d'être rassuré et ce sont des personnes qui n'aiment pas être placées en situation d'échec et qui sont assez vite susceptibles sur le fait que finalement, vous leur proposez un service, ils savent qu'ils ne sont pas toujours à l'aise, mais on est tous pareils. Si on nous met dans une situation où c'est compliqué, on n'aime pas ça, et on a l'impression en plus d'être bête, c'est pas agréable, et donc les gens passent rapidement à autre chose. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a identifié tout de suite, et dès la création de Visio, en fait, on a mis en place une hotline téléphonique, et on communique très largement dessus. Et en fait,
dès que quelqu'un a une question, on l'invite à nous appeler, on nous donne le numéro de téléphone et les gens nous appellent, mais toute la journée. On a des gens toute la journée au téléphone. Alors, parfois pour rien, parfois pour connaître le programme, parfois parce qu'ils ont oublié leur mot de passe, et après aussi beaucoup parce que techniquement, c'est pas si simple que ça, c'est de la visioconférence. Là, voilà, ça marche, mais parfois, vous n'avez pas le bon navigateur, vous avez un ordinateur qui est daté, vous n'avez pas la dernière version je sais pas, de Chrome ou quoi que ce soit. Des raisons qui font que la qualité n'est pas optimale. Et donc, on passe beaucoup de temps à accompagner les utilisateurs au téléphone. Et ça fait partie intégrante de notre service. Et beaucoup des gens qui utilisent notre service connaissent la hotline. Et voilà, donc ça marche comme ça. Euh, Il y a un âge moyen des retraités, des seniors qui sont sur votre plateforme. Moi, j'imagine qu'il y a plusieurs âges. Il doit y avoir un écart type assez élevé. Mais c'est quoi? C'est au-delà de 80 ans, il y a encore des personnes qui sont sur votre plateforme? Ah oui, alors ça, au-delà de 80 ans, oui, il y en a. La moyenne, je dirais, elle doit se situer, je n'ai pas vérifié, puis je pense que la période Covid a changé pas mal les choses, mais on est quand même à plus de 70 ans en moyenne sur la connexion. Euh, Peut-être sur la question du public, c'est qui on visait au départ et qui on attend. Nous, on avait construit le service en se disant on va viser deux catégories. Soit des personnes isolées, des gens qui n'ont pas accès à l'information, soit parce qu'ils habitent dans des territoires reculés, soit parce qu'il n'y a pas les intervenants sur place, soit parce qu'ils ont des problèmes de mobilité. Et donc, c'était ces publics-là qu'on voulait toucher en leur disant, c'est pas parce que vous êtes un peu chez vous, vous n'avez pas tout ça, vous pouvez quand même échanger avec des professionnels. Donc ça, c'était le premier public. Et le deuxième public, ce sont plutôt les jeunes seniors connectés, justement. C'est ceux qui ne s'identifient pas par rapport aux actions de prévention classiques, parce que quand vous allez faire un atelier mémoire, parfois ça peut être un petit peu la démarche d'aller s'inscrire à un atelier mémoire vous vous dites je suis pas âgé, c'est pour les personnes âgées, et même si vous avez 75 ans, ne vous identifiez pas à la cible. Et donc, le fait de faire par visioconférence, on utilise un outil qui est un peu jeune. On communique jamais sur le fait que c'est pour les seniors, d'ailleurs. Jamais vous verrez des choses en disant c'est pour les seniors uniquement. Et ça nous permet de toucher ce public. Donc ça, c'était nos deux actions. Et sur la santé, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on fait des conférences où vous n'avez pas envie d'aller quand c'est à côté de chez vous, vous allez rencontrer vos voisins ou des choses comme ça. Dans des exemples, on fait une conférence sur la prostate. Le cancer de la prostate, c'est pas forcément celui sur lequel on a envie d'aller en bas de chez soi. Et pourtant, on est content de pouvoir assister à une conférence animée par un professionnel, un point qui va venir expliquer les choses. Donc c'était ça nos publics. Très franchement, en réalité, alors c'est difficile à évaluer, mais je pense qu'on est plus sur le deuxième public que sur le premier, parce que le problème du public isolé, c'est que c'est ceux qui sont les moins bien équipés, c'est ceux qui ont moins accès à l'information de pourquoi ça existe. C'est une évidence ce que je dis, mais dans la pratique, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a le mot API dans Mhm. API Visio, et quand vous me dites prévention et API, on peut imaginer que ça va pas très bien ensemble. En fait, j'imagine que quand on a 65 ans, j'imagine, hein, Mhm. moi j'ai 50 ans, si on me parle d'un truc de prévention, d'un truc de cancer de la prostate ou ce genre de choses, Mhm. c'est pas fun pour moi dans mon imaginaire, c'est pas fun. Euh, Mhm. Est-ce que ça, vous le notez également chez d'autres que moi? Et si oui, comment est-ce que vous faites pour rendre la prévention fun, aussi bien dans la communication très en amont Mhm. que dans les faits, que dans la réalisation? Là, c'est une question d'outils, c'est-à-dire que je pense que les gens quand ils se connectent à une visioconférence, au-delà, il y a un côté un petit peu stimulant dans la démarche. En tout cas, sur les premières fois où ils se connectent. Après, nous, on travaille sur les contenus. Et je disais tout à l'heure, quand je parlais de prévention, je parle de prévention au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cycle de conférences sur la prévention pour les seniors, on doit avoir, normalement, on s'engage à peu près sur 80 conférences. Sur les 80 conférences, on va dire qu'on a 60 sujets qui sont plutôt sur effectivement la prévention du risque, etc. Et après, il y a plein de contenus
qui viennent s'associer et qui fait que finalement on a beaucoup plus d'activités et qui sont peut-être un peu en parallèle. Alors déjà, vous avez les sujets bien-être qui fonctionnent très bien, tout ce qui est mémoire, nutrition, sommeil. C'est pas triste quand vous les abordez. Ça dépend comment l'intervenant anime les choses, mais c'est pas forcément triste. Tout ce qui est les démarches administratives, organiser sa transmission de patrimoine, les arnaques et tout, c'est pas non plus terrible. Et puis après, on a travaillé sur pas mal de contenus qui sont des contenus ludiques, culturels. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des conférences sur des hommes célèbres, sur de la peinture, sur des choses comme ça. On organise des choses, et ça, on l'a lancé depuis le confinement, mais des choses qui marchent très bien. Les dictées, par exemple, les gens, ils adorent ça. C'est pas de la prévention à proprement parler, c'est plutôt du contenu ludique. On fait des quiz de culture générale. On fait du tai chi. Voilà, il y a plein d'autres contenus qui viennent s'associer, ce qui fait que dans tout ça, c'est un peu dilué. Après, je vous rejoins, il y a quelque chose qui m'étonne toujours un peu, c'est que sur certaines conférences, on voit les mêmes personnes. Et sur des conférences qui, pour le coup, peuvent être un petit peu plombantes, diabète, cancer, Alzheimer, et vous avez la même personne qui va participer aux 3 conférences. Alors là, vous vous dites, bon, finalement, là, elle vient plus sur une habitude ou sur un outil, plutôt que sur le contenu. Bon, enfin, je ne pense pas qu'elle soit concernée, ou j'espère pas, par tous les sujets. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on a quelques personnes comme ça qui, pendant une période, vont se connecter à plein d'activités sur des sujets qui ne sont pas forcément utiles. Comment est-ce que vous êtes fait connaître au début? Parce que j'imagine que on pourrait dire que des clients potentiels, c'est quasi illimité. Si on regarde le nombre de villes, c'est quasi illimité pour vous. Le nombre d'acteurs, c'est quasi illimité. Mais à la fois, c'est illimité au niveau potentiel, à la fois, on ne sait pas par où commencer, en fait. Comment est-ce qu'un acteur comme vous a fait pour, enfin, par où est-ce que vous avez commencé pour avoir des premiers clients? Alors, moi, je dis, nos premiers clients, c'est vraiment les conférences des financeurs. Donc, ça a été relativement simple comme process, puisque c'est un appel à projet une fois par an, et on y répond. Alors après, il y a eu un effet aussi bouche à oreille, c'est-à-dire que certains départements ont été premiers à tester, puis comme ça se passait bien, le département d'à côté qui connaissait a accepté, et puis donc ça a permis comme ça d'avoir une croissance. Après, la conférence des financeurs, pour nous, au-delà de la question du financement, ça a été aussi facilitateur dans la diffusion, parce que à partir du moment où le département finance, c'est ensuite gratuit pour les usagers, mais c'est aussi gratuit pour tous les acteurs du département, c'est-à-dire les mairies, les CCAS, les bibliothèques, les résidences autonomie. On ne refait rien payer à tous les acteurs ensuite sur le territoire. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller se faire connaître en proposant un service gratuit que si on devait le vendre à chaque fois. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas évident, et de toute façon, c'est un peu tout l'enjeu sur ce genre de projet, c'est d'arriver à se faire connaître et d'aller se présenter. On est une start-up, on est une association, donc auprès d'acteurs qui sont habitués sur ce type de sujet à travailler plutôt avec des associations ou avec des acteurs publics. Bon, faut montrer un peu patte blanche, faut se présenter, faut venir. Et donc, il y a un travail vraiment de fond qu'on réalise depuis le début. À chaque fois qu'on nous demande d'intervenir dans une résidence autonomie, dans une bibliothèque, on vient, on le fait. On joue le jeu, des fois il y a 3 personnes, bon, c'est un peu vexant, mais on le fait. Et on a été rencontrer un maximum d'acteurs, on prend rendez-vous avec les CCAS, on vient leur expliquer ce qu'on fait. Le programme a l'avantage de parler un peu de lui-même et de donner envie. C'est sûr que quand vous avez un programme avec, je vous dis, à peu près 100 activités qui sont rentrées dedans, et que vous voyez tous ces acteurs qui sont des acteurs plutôt de renom, ça donne envie, donc ça a une bonne porte d'entrée. Mais il y a le travail pour se faire connaître, c'est plus compliqué, c'est sûr. D'accord. Les appels à projets sont limités dans le temps. C'est-à-dire, en fait, vous gagnez un appel à projet, vous pouvez, donc le service est diffusé pendant combien de temps? Pendant plusieurs mois, plusieurs années? En fait, c'est quand même limité dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe après l'appel à projet? Le système est toujours en activité pour les seniors? Alors, nous, jusqu'à maintenant, c'est des appels à projets d'1 an, qu'on renouvelle tous les ans. D'accord. Et jusqu'à maintenant, aucun des territoires ou aucun des appels à projets sur lesquels on a été retenu ne nous a pas renouvelés. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Après, notre ambition est quand même d'évoluer sur un système où on aimerait changer de la logique de l'appel à projet pour être sur des choses un peu plus pérennes, mettre en place. Mais
en tout cas jusqu'à maintenant, en tout cas sur ce volet-là, et le volet conférence des financeurs qui était notre premier financeur et qui reste encore aujourd'hui notre principale source de financement, c'est des appels à projets annuels et on est renouvelé tous les ans. D'accord. Est-ce que vous voyez je ne parle pas spécifiquement seniors, est-ce que vous voyez des concurrents, en fait, ou des possibilités de concurrents par des gros acteurs américains, enfin les GAFA, ou dans d'autres acteurs aussi gros que ça? Est-ce que vous voyez des concurrents et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à eux? Alors, sur la question américain et GAFA, non. Ou grosses PME, parce qu'en fait, moi, en vous voyant, j'imagine que je vous vois, enfin, je peux me tromper, mais je vous vois avec très peu de concurrents quand même. Alors, aujourd'hui, de la concurrence, comme sur le service qu'on propose et de la façon dont on le propose, non, il n'y en a pas. Ce qui s'est passé, c'est que la période Covid a été à la fois pour nous un accélérateur d'activité assez important, mais qui a complètement chamboulé le système de la visioconférence. Jusqu'à avant le Covid, on était tout seul et il fallait qu'on fasse des pieds et des mains pour venir se présenter. Pendant la période de Covid, au contraire, on nous a beaucoup sollicité et donc on a une grosse croissance, mais en même temps, tout le monde s'est mis à faire de la visioconférence avec des outils, comme là on fait du Zoom, mais avec plein d'outils, et les gens ont une vision aussi de la visioconférence. Et donc il y a un bon côté, comme pour toute chose, il y a un bon côté et un côté compliqué parce que les gens font leurs propres outils, développent leur propre système. Certains ont institutionnalisé des choses qui sont un petit peu concurrentes avec la nôtre, ou en tout cas qui s'inspirent un peu, ou en tout cas qui fait des choses assez similaires. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il y a cette prise de conscience par rapport à tout ça. Mais on a un avantage, c'est que la construction de notre outil, il est fait sur du local et qu'il est personnalisé. Et ça, aujourd'hui, à ma connaissance, je connais personne qui fasse ça, où vous personnalisez le site internet et vous personnalisez la programmation. Voilà. Mais nous, on n'est pas un outil de visioconférence. Pour répondre à la question des GAFA ou des systèmes américains, la solution de visioconférence, on achète des licences. De toute façon, la plupart des solutions de visioconférence, c'est des systèmes globaux qui eux-mêmes, après, redispatchent et repackagent. Il n'y a pas finalement beaucoup d'acteurs qui font de la pure visioconférence et qui créent eux-mêmes leur plateforme. Mais donc, nous, on achète des licences. Après, c'est tout ce qu'on met derrière qui fait la qualité de notre service. C'est à la fois l'accompagnement des intervenants, parce qu'on accompagne tous les intervenants, on prépare les choses. C'est le site internet, c'est toute la partie un peu e-learning dont je parlais tout à l'heure, en disant, une fois que vous avez suivi une visioconférence, on va retrouver du contenu, on va du replay, on va retrouver du contenu, on va retrouver des quiz, on va retrouver des informations. Et donc, on offre toute cette prestation, et c'est ça qui fait la qualité du service, pour lequel aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Dans 5 ans, vous vous voyez comment? Très franchement, c'est encore, je sais pas. Je sais pas. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses. Ça grandit bien. Après, il faut que nous, on se pose. On est 3 associés fondateurs, 3 copains. Donc, on a des visions qui sont parfois un peu différentes. On a envie de bien maîtriser ce qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a un service qui est assez qualitatif et on a envie de garder ça. Mais donc, c'est pas forcément de la masse. On essaye vraiment d'avoir des approches très individuelles. Je pense que c'est ce qui plaît. Donc voilà, on a une croissance qui est correcte, mais on n'a pas fait de levée de fonds. On n'a pas une vision colossale. Ça se grandit naturellement, même si effectivement les derniers mois ont obligé, notamment en termes de personnel, à envisager quand même une croissance assez importante. D'accord. Techniquement, j'ai une nouvelle question qui m'est venue. Quand on regarde les statistiques sur les vidéos, on voit que notamment les jeunes générations, mais même moi, ma génération, en fait, on zappe assez rapidement. Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques quand on construit des vidéos pour les seniors? Alors, nous, la vidéo, on est vraiment sur du direct. C'est ce qui fait l'engagement des personnes qui suivent. Principalement, c'est de la visioconférence, c'est de l'échange, et on accompagne les intervenants pour que leur contenu soit interactif. Il y a des sondages pendant les conférences, il y a de l'interactivité, on a un co-animateur qui est là pour justement bien relayer les questions du chat, etc. Donc, on a des choses qui sont assez interactives. Nos vidéos, pour la plupart, nos visios,
elle dure 1 heure. Aujourd'hui, à la différence de toutes ces vidéos en ligne, on n'a quasiment pas de déconnexion du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand les gens viennent, il reste 1 heure. Il y a, je ne sais pas le pourcentage, mais c'est très faible, peut-être, je sais pas, je dirais peut-être 5% ou quelque chose comme ça, de personnes qui se déconnectent avant la fin. Très, Des, très faible. ah oui, les gens restent. Alors, le plus dur, c'est de les faire venir, c'est de les faire s'inscrire. Mais une fois qu'ils sont là, alors est-ce que c'est par leur profil, c'est-à-dire que c'est parce que ce sont des seniors et qu'ils ont l'habitude de s'inscrire à quelque chose et d'y rester jusqu'au bout, ou est-ce que c'est le contenu qui fait que la façon dont c'est animé fait qu'ils restent jusqu'au bout? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais finalement, donc le taux de déconnexion, il est extrêmement faible sur le contenu. Donc, et ça, c'est la vraie différence par rapport à la solution. Et c'est pour ça qu'on fait du direct, et c'est pour ça qu'on a tout mis sur le direct, et qu'on essaye de créer des choses interactives avec eux. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le direct, c'est quelque chose qui est encore demandé Ah par, ouais, par ouais. les students. Pendant le confinement, et encore actuellement, on fait régulièrement des séances de sport, des séances de gym adaptées. À un moment, on avait un problème, c'est qu'on avait trop de demandes, la capacité de nos salles ne nous permettait pas de répondre à la demande. Et donc, on disait aux gens qui nous appelaient sur la hotline, on disait, bah, le replay va être accessible, vous pourrez le suivre. Les séances, elles sont tous les jours, tous les matins à 9 h. À la limite, je vous dirais que vous suiviez en direct ou en replay, ça ne fait pas grand-chose. À la petite personne. Les gens n'étaient pas contents. Ils disaient, mais moi, je veux le direct. Alors, oui, mais là, vous pourrez regarder demain ou dans 1 heure, vous aurez le replay ou celui d'hier, vous aurez un petit décalage. Ah non, non, moi, je veux le direct, je ne suivrai pas si c'est pas en direct. Pour une séance de sport, la séance de sport, elle n'a aucun, à mon sens, n'a pas forcément un grand intérêt, si ce n'est que les gens, ils chattent, ils communiquent, ils sont contents. Si vous suivez une activité sur votre site, vous verrez, les gens, ils parlent entre eux. Bonjour, là, il fait beau aujourd'hui, je suis à Toulouse, il fait un temps magnifique. Les gens se communiquent, ils se connaissent. Il y a des relations qui se tissent quand même entre les usagers qui sont très régulièrement connectés. Et donc ça, c'est pour les séances de sport. Donc imaginez sur des conférences, pour le coup, on vient pour rencontrer un spécialiste, vous avez un médecin qui a un ponte sur le sujet qui va venir répondre à vos questions. Là, le direct, il est essentiel. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir poser leurs questions. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des programmes qui correspondent à vos besoins et qui soient adaptés, parce que vous venez vraiment sur une formation d'1 heure. Donc le direct, aujourd'hui, oui, il est essentiel et c'est vraiment le gage de ce que les gens recherchent. D'accord. Et vous restez vraiment en direct, parce qu'en fait, on peut faire du pseudo-direct. Vous savez, il y a des systèmes, alors je ne sais plus quel système, par exemple, ClickFunnels, par exemple, le système américain qui permet d'enregistrer son webinaire une fois, en fait, avec vous savez, hein, tout le chat, toute la première fois qui est enregistré. Et ensuite, c'est les mêmes webinaires qui sont reprogrammés. Les suivants voient le webinaire enregistré, mais aussi les précédents. Donc, ils rajoutent encore le chat. Et il n'y a qu'une personne du commercial qui répond aux questions. C'est moi, il y a une question. Pour le coup, nous, on fait vraiment que du direct. À un moment, pour les questions de salle, on était parti sur l'idée aussi de la webcast. Vous savez, c'est de la com de la télé, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est-à-dire qu'il y a un petit décalage de 4-5 secondes. Ça permet de générer du flux moins lourd et d'avoir des volumes de personnes beaucoup plus importantes. Mais en fait, les gens sont très réactifs. Et pour le coup, alors je ne sais pas si je connais moins la population jeune dans la pratique, mais les seniors, ils chattent à fond. Ils font des commentaires, ils veulent la réponse, ils veulent la réponse tout de suite. Et donc, non, il faut que ça soit du direct et que ça soit fluide. Alors, c'est vrai que encore plus sur les ateliers. Sur les ateliers, là, il faut que les gens puissent se voir et parler. Il faut qu'ils se répondent rapidement, j'imagine, à ce moment-là. Ouais. Mais non, vraiment le direct, c'est essentiel. Un mot de conclusion. Je sais pas, un mot de conclusion. Écoutez, non, je sais pas, il y a plein d'idées, plein d'envie de choses à faire. Voilà, on a un bel outil, on a une belle équipe maintenant, ça y est, qui se staff et on commence à être bien équipé. Donc, ça nous permet de travailler sur plein de projets différents. Moi, j'ai des tonnes d'idées de choses que j'ai envie de faire et sur lesquelles avancer. Donc, voilà. Après, on voit en fonction des opportunités, des besoins, de ce que les acteurs nous demandent. Mais j'aimerais bien
qu'on ait la possibilité d'avoir quand même toute une communauté de gens et qu'on va pouvoir accompagner. On commence à travailler un peu sur de l'éducation thérapeutique. Moi, je viens de la santé. Donc, il y a toute une logique de parcours, de continuité dans notre service. Et ça, c'est ce qui m'amuse. Et je trouve que voilà, d'accompagner les gens au départ sur un outil un petit peu où ils viennent peut-être par hasard pour chercher une information bien précise et être capable ensuite de les accompagner, de leur proposer des contenus, de leur proposer des choses un peu sur mesure. C'est ça qui nous amuse. D'accord. Merci Benjamin Raspail. Je rappelle que vous êtes le créateur d'Happy Visio. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi.